Ce matin-là, Caspar et Clara firent une promenade sur le lac dans une petite barque de couleur. Le lac était calme, brillant et silencieux comme un miroir. De temps à autre, ils croisaient un petit bateau à vapeur et cela faisait pendant quelques instants de grandes vagues douces. Ils traversaient les vagues. Clara était vêtue d'une robe blanche comme la neige, dont les manches larges pendaient avec nonchalance autour de ses beaux bras et de ses mains. Elle avait ôté son chapeau, elle avait défait ses cheveux, sans du tout le faire exprès, avec un joli geste de la main. Sa bouche souriait vers la bouche du jeune homme. Elle ne trouvait rien à dire. Elle n'avait pas envie de parler. « Comme l'eau est belle, c'est comme un ciel, dit-elle. » Son visage était aussi serein que les choses qui l'entouraient. Le lac, la rive et le ciel sans nuages. Le bleu de ce ciel avait une trame blanche, duveteuse et moirée. Le blanc troublait un peu le bleu, l'affinait, le rendait plus désirable, plus incertain et plus doux. Le soleil ne passait qu'à moitié, comme le soleil qu'on voit dans les rêves. Il y avait une timidité dans tout. L'air éventait leurs cheveux, leurs visages. L'expression de Caspar était grave, mais non soucieuse. Il rama vigoureusement pendant un certain temps, mais il finit par lâcher les rames. La barque continua à les bercer sans conduite. Il se retourna vers la ville qui descendait sur l'horizon. Ville et clochers, et les toits scintillaient un peu dans le demi-soleil. Vit des gens pressés qui marchaient sur les ponts. Des charrettes et des voitures suivirent. Le tramway passa d'une traite avec un bruit spécial. Les fils bourdonnaient, les fouets claquaient. On entendit un sifflet et de grands coups sonores qui venaient on ne sait d'où. Les cloches de 11 heures se mirent à sonner, traversant le silence et toutes les rumeurs. Ils prenaient tous les deux un plaisir inexprimable à cette journée, au matin, au bruit et aux couleurs. Tout était rassemblé, tout était dans le même ton. Pour les amants qu'ils étaient, tout passait par ce ton unique. Un bouquet de fleurs des champs était posé sur les genoux de Clara. Caspar avait ôté sa veste et ramait de nouveau. Midi sonna et tous ces gens qui travaillaient, qui avaient un emploi, se répandirent dans les rues comme des fourmis. Petits points noirs et mobiles qu'on voyait grouiller sur le tablier blanc du pont. Et quand on songeait que chacun de ces points noirs avait une bouche avec laquelle il se préparait maintenant à absorber son déjeuner, on ne pouvait s'empêcher de rire. Quelle extraordinaire image de la vie, se disait-il. Et cela les faisait rire. Ils reprirent le chemin de la maison. Ils étaient restés au moins en cela des êtres humains. Ils avaient faim. À mesure qu'ils approchaient de la rive, les fourmis se mirent à grandir. En débarquant, ils devinrent eux-mêmes des points comme les autres. Mais c'était encore un bonheur de se promener tranquillement sous le tendre abri vert des arbres. Beaucoup de curieux se retournaient sur l'étrange couple. Elle, dans ses longs voiles blancs, et l'espèce de voyou qui n'avait même pas un pantalon convenable et qui faisait un contraste si insolent avec la dame qui l'accompagnait.
car telle est l'habitude des gens de s'indigner de l'aspect de leurs semblables et de se tromper lourdement sur leur compte. Tout d'un coup, quelqu'un se dirigea à grands pas vers Caspar, quelqu'un ayant toute raison de le saluer avec cet empressement, car il s'agissait de Klaus, qui n'avait plus vu son frère depuis des années. Derrière lui venaient sa sœur et un monsieur. Tout le monde se salua. Le monsieur inconnu s'appelait Sébastien. Simon, pendant ce temps, se trouvait à quelques centaines de pas plus loin, assis dans une salle de réfectoire, plutôt petite et bourrée de gens en train de manger. Ces gens qui mangeaient là étaient de ceux qui doivent manger vite et pour pas cher. Simon aimait cet endroit si absolument dénué de confort et d'élégance. Et puis, il était obligé de compter. Ce restaurant populaire avait été créé par un groupe de femmes qui se faisait appeler Société féminine d'encouragement à la tempérance et d'aide à la santé publique. En réalité, on devait se contenter ici d'un repas maigre et médiocre. Le plus souvent, tout le monde s'en contentait en effet, mis à part quelques petits mouvements d'humeur imputables à la mesquinerie de l'un ou de l'autre. Les habitués, en tout cas, paraissaient aimer ce qu'ils mangeaient, et qui consistait en une assiette de soupe, un morceau de pain, une portion de viande accompagnée de légumes et un minuscule dessert. Le service ne laissait rien à désirer, sauf peut-être un peu plus d'agilité. Mais en somme, il était plutôt rapide compte tenu du nombre et de l'appétit des mangeurs. On était servi en temps voulu, même si chacun ressentait une légère impatience et souhaitait être servi encore plus vite. Cela n'arrêtait pas. Repas distribué, repas reçu, repas avalé. Celui qui venait d'avaler le sien aurait parfois souhaité ne pas en être déjà là et jeter alors un regard d'envie sur ceux qui avaient encore le plaisir de devoir attendre. Pourquoi mangeait-il si vite ? C'est une habitude absurde de manger aussi vite. Le service était fait par des filles venues de la proche campagne et tout à fait charmantes. Dans les premiers temps, les pauvres étaient un peu débordées, mais elles apprenaient à ignorer certains appels et à gagner ainsi le temps qu'il fallait pour satisfaire les commandes vraiment urgentes. La demande était telle qu'il fallait savoir distinguer et choisir parmi elles. De temps en temps, l'une ou l'autre des patronnes de la maison, une de ces dames charitables, venait voir comment le peuple mangeait. Elle avait toujours son face à main sur elle pour examiner la nourriture et les gens qui la consommaient. Simon avait un faible pour ces dames et se réjouissait toujours de les voir. Il se les représentait comme de bonnes dames venues en visite dans une salle pleine de petits enfants pauvres afin d'être témoins de leur joie pendant le goûter. Le peuple n'est-il pas comme un grand petit enfant pauvre qui a besoin de tutelle et de surveillance ? Disait sa voix intérieure. Et n'est-ce pas mieux qu'il soit surveillé par des femmes, dans ce cas-ci des dames distinguées et généreuses, plutôt que par des tyrans, comme dans les temps anciens qu'on aura beau dire plus héroïques. Tant de gens si différents étaient réunis dans cette salle à manger en une seule et paisible famille. Des étudiantes en premier lieu. Des étudiantes avaient-elles le temps et l'argent nécessaires pour manger à l'hôtel continental ? Et puis des gens de maison en blouse bleue avec des bottes, de grandes moustaches rudes et des gueules plutôt carrées. Qu'y pouvaient-ils s'ils avaient des gueules carrées ? Les manières de ceux qui servaient à l'hôtel royal avaient certainement elles aussi quelque chose de carré, conforme à leurs moustaches. Il est vrai que là-bas, le côté carré
tentait de se dissimuler sous les rondes jambes. Mais qu'est-ce que ça changeait? Il y avait aussi des bonnes sans place, de petits gratte-papier, beaucoup de gens chassés, des gens sans pain, sans foyer, et même, pour certains, sans adresse. Des filles de mauvaise vie venaient également là, des femmes avec des coiffures bizarres et des visages bleus, de grosses mains, une expression d'arrogance en même temps que de honte dans le regard. Tous ces gens, à commencer bien sûr par la confrérie des bigots, également présente, avaient le même comportement timide et affable. Ils se regardaient dans le visage pendant qu'ils mangeaient. Aucun mot n'était échangé, sauf une politesse de temps à autre dite à voix basse. C'était le règne visible de la grâce lié à la tempérance et à la santé publique. Quelque chose en somme de drôle, de simple, de contraint et aussi bien de soulagé émanait de ces pauvres gens et montrait dans leur manière qu'il y avait autant de tons différents que le plumage d'un oiseau d'été. Combien se comportaient ici avec plus de raffinement que le plus raffiné des convives d'une grande maison, qui pouvaient savoir ce qu'ils étaient, ce qu'ils avaient été, avant de finir dans une cantine populaire. Les destins humains ne sont-ils pas comme des dés que la vie secoue dans son cornet? Simon était assis dans le coin que faisait une saillie de la pièce. Il mangeait du beurre tartiné avec du miel sur un morceau de pain, le tout accompagné d'une tasse. Quel besoin ai-je de manger davantage par un si beau jour? Le ciel de ce début d'été que je vois par la fenêtre ne met-il pas sa bénédiction sur l'or de mon repas? Parfaitement, l'or de mon repas. Il n'y a qu'à voir le miel. Est-ce qu'il n'a pas la couleur jaune clair, la couleur douce de l'or? Un or qui coule et serpente agréablement sur la petite assiette blanche. Et quand j'en prends un peu à la pointe de mon couteau, je me sens comme un chercheur d'or qui a trouvé un filon. Le blanc du beurre fait un effet charmant à côté de lui. Ensuite vient le brun du pain, qui est un très bon pain. Et enfin, le plus beau de tout, le brun foncé du café dans la petite tasse propre. Y a-t-il un plat au monde qui pourrait être plus beau et plus appétissant? Et qu'ai-je besoin de faire plus que d'apaiser ma faim pour pouvoir dire « j'ai mangé » ? Il paraît qu'il y a des gens qui font de la nourriture une culture, un art. Et alors, est-ce que je ne peux pas en dire autant de moi? Bien sûr que si. Seulement, mon art à moi est modeste et ma culture est plus délicate. Je jouis du peu que j'ai avec plus de force et de plaisir que tous ceux-là qui mangent beaucoup, qui mangent à n'en plus finir. Du reste, je n'aime pas faire traîner un repas. J'en perdrais facilement l'appétit. Il faut que je sente constamment mon envie quand je mange. C'est pour cela que je mange peu et finement. Et encore un autre avantage, des conversations piquantes avec des gens toujours différents. À peine Simon venait-il de murmurer ou de penser cela, qu'un vieil homme aux cheveux blancs vint s'asseoir à une place encore libre à côté de lui. Le visage du vieil homme était maigre et d'une pâleur grise. Son nez coulait, ou plutôt il avait au nez une goutte qui ne parvenait pas à tomber malgré son poids. On s'attendait constamment à sa chute et elle pendait toujours. L'homme commanda une assiette de pommes de terre bouillies, sans rien d'autre. Il les saupoudra soigneusement de sel avec la pointe de son couteau et se mit à manger avec plaisir en prenant tout son temps. Auparavant, il avait joint les mains pour faire sa prière au bon Dieu.
Simon se permit une petite facétie. Il commanda discrètement à la serveuse une portion de rôti et rit de bon cœur de l'étonnement du vieux, voyant que le rôti qu'on apportait était vraiment pour lui. « Pourquoi priez-vous avant de manger » demanda Simon très simplement. « Je prie parce que j'en ai besoin, » répondit le vieux. « Alors, je me réjouis de vous voir prier. Cela m'intéressait de savoir le sentiment qui vous avait poussé à cela. On a beaucoup de sentiments à ce moment-là, mon petit monsieur. Vous, par exemple, vous ne priez sûrement pas. Les jeunes gens d'aujourd'hui n'ont plus le temps de cela, ni l'envie du reste. Je peux le comprendre. Quand je prie, je ne fais que suivre une habitude, car j'en ai pris l'habitude et j'y ai trouvé une consolation. Avez-vous toujours été pauvre ? Toujours. Comme le vieux disait ces mots, une femme apparut dans cette même salle de restaurant, sentant le renfermer et la misère bien tenue. Une femme très belle. C'était Madame Clara. Toutes les mains qui tenaient une fourchette, une cuillère ou un couteau, ou l'anse d'une tasse, suspendirent un instant leur travail. Toutes les bouches s'ouvrirent, tous les yeux se fixèrent sur cette apparition si peu accordée à l'endroit. C'était une dame, et plus parfaite que jamais en ce moment. C'était pour les yeux et pour le cœur, pour Simon aussi, comme si du ciel s'ouvrant comme un rideau, un ange venait de s'élancer vers la terre et avait choisi, parmi tant d'autres possibles, ce trou sombre, afin que les hommes qui l'habitaient fussent un moment heureux rien qu'en l'apercevant. Simon s'était toujours représenté exactement ainsi ces bonnes dames qui visitent les pauvres, les malheureux qui ne possèdent rien en dehors du privilège douteux de recevoir de temps à autre leur ration d'ennui, comme une volée de coups. Clara se comportait comme si rien n'était plus normal que la présence ici, dans ce lieu populaire, d'un être supérieur venu de loin, venu d'ailleurs, d'une autre sphère, d'un autre monde. Mais c'était cela justement qui paraissait magnifique, et dont l'éclat faisait que tous ces gens timides écarquillaient les yeux, luttaient avec leur respiration, et soutenaient de leurs mains libres l'autre main pour empêcher qu'à force de trembler, elle ne laissât tomber le couteau. À tous ces gens, la beauté de Clara donnait brusquement l'occasion douloureuse de se mettre à penser. Tous se souvenaient, au même instant, qu'il y avait au monde autre chose que la rudesse du travail et le souci du pain. Ils avaient presque perdu jusqu'à l'idée de cette sorte de santé et de charme plein, débordant, souriant, tellement leur vie à eux s'écoulait mornement en banalité journalière, s'effritait en menus tracas, s'arrêtait à des riens. Voilà ce que chacun à présent, plus ou moins clairement, apercevait avec douleur. Car c'est une douleur de voir le temps d'un regard, une beauté dont le passage vous fait déjà défaillir, et qui vous tue à l'idée qu'on pourrait oser sourire du même sourire qu'elle. C'est bien pourquoi ils faisaient tous involontairement la grimace, et tordaient leur visage vers cette femme qui les dépassait tous, eux, assis coincés sur leur chaise, et elle, la très haute, debout et droite. Elle semblait chercher quelqu'un. Simon resta dans son coin sans bouger et sans cesser de lui sourire, tandis qu'elle regardait autour d'elle. Elle fut longtemps sans l'apercevoir, bien que la salle fût relativement petite. Il lui fallait sans doute faire un effort pour habituer ses yeux à l'image éclatée, sombre et confuse, faite de toutes ces figures qu'elle devait fixer l'une après l'autre, alors que d'ordinaire, elle ne leur prêtait
aucune attention. Elle allait s'en aller, gagnée par l'impatience, lorsque son regard effleura Simon qu'elle reconnut. « C'est donc là que vous êtes, et en plus assis comme cela dans un coin, » dit-elle, et elle s'assit à son tour avec le plus grand plaisir auprès de lui, c'est-à-dire entre son jeune ami et le vieil homme au nez duquel il brillait toujours la même grosse goutte. Le vieillard dormait. Il n'était pas permis de dormir dans ce genre d'établissement, mais il arrivait tous les jours que des vieux s'assoupissent après avoir mangé, simplement parce qu'ils ne surmontaient plus leur fatigue. Il y avait peut-être derrière lui une longue marche à pied dans toutes les rues de la ville sans résultat. Il avait peut-être été demander du travail partout où le moindre espoir d'en trouver avait pu le conduire. De plus en plus fatigué, il avait peut-être essayé tout de même de sauver la journée. Il avait rassemblé ses dernières forces pour gravir une montagne, car la ville grimpait bien elle-même au flanc de la montagne. Et une fois là-haut, s'était vu congédier tout aussi vite qu'en bas. Et ainsi, il était redescendu, la mort dans l'âme, à bout de force, jusqu'ici. Déjà, la simple idée que ce vieillard était obligé, comme il était probable, de chercher du travail, qu'il continuait à vouloir travailler, un vieux comme lui, avait quelque chose de lamentable et d'effrayant. Mais on pouvait très bien le supposer. Ce vieux n'avait de foyer nulle part, sinon ici, dans cet établissement, mais seulement pour quelques heures, après quoi l'établissement était fermé. C'était peut-être à cause de tout cela qu'il priait, afin de mettre une musique douce et rassurante sur le terrifiant sérieux de sa situation. C'est pour cela qu'il avait dit « J'ai besoin de la prière ». Rien moins donc qu'une forme de bigoterie, mais plutôt le combien triste besoin de sentir une main qui veuille bien le caresser, la main d'un enfant, de sa fille, qui passe doucement sur son vieux front plissé. Peut-être avait-il engendré des filles, et maintenant, voilà le genre de pensée qu'on pouvait très bien avoir quand on était assis à côté de ce vieux et qu'on le voyait dormir, la tête étrangement immobile, appuyée sur les mains. Clara dit « Votre frère est arrivé, Simon, dans son uniforme d'officier, ainsi que votre sœur et également un monsieur qui s'appelle Sébastien. » Là-dessus, Simon paya ce qu'il devait et ils partirent ensemble. Après leur départ, une des serveuses remarqua le dormeur, le secoua et lui dit sur un ton comiquement sévère « Faut pas dormir là, et vous n'avez pas le droit de dormir ici. » Et le vieux se réveilla. La soirée fut magnifique ce jour-là. Toute la ville était en promenade le long des belles rives du lac, sous les arbres épanouis. À se promener ici, parmi tous ces gens de bonne humeur, s'entretenant paisiblement, on pouvait se croire transporté dans un conte. La ville flamboyait au soleil couchant. Plus tard, elle brûla tout à fait, puis noircit, prit la couleur des cendres qu'il laissait après lui. Le soleil, en été, a quelque chose de magique et d'exaltant. Le lac scintillait dans l'obscurité et les lumières de la ville frissonnaient dans l'eau profonde. Les ponts étaient splendides, et quand on était dessus, on voyait s'engouffrer en bas les canaux sombres glissant sur l'eau. Il y avait des filles en robe claire assises dedans. Souvent aussi, on entendait, venues d'une barque plus grande que les autres, d'allure plus lente, solennelle, le son chaleureux, préparant la nuit, d'un harmonica. Le son se perdait dans le noir, en ressortait,
clair et chaud, sombre et poignant. Un instrument tout simple, dont s'amusait un batelier et qu'on pouvait entendre de si loin. Il faisait paraître la nuit encore plus vaste et plus profonde. Au bout lointain des rives, on voyait scintiller les lumières rouges des hameaux, comme une traînée de pierres précieuses sur le manteau de la reine. Toute la terre sentait bon et paraissait aussi tranquille qu'une jeune fille qui dort. Le grand rond du ciel de la nuit était posé sur tous les yeux, sur les montagnes comme sur les lumières. Le lac avait pris quelque chose d'immense et en même temps d'encerclé, d'enfermé sous la voûte du ciel. Dans la foule, les groupes se formaient. Des jeunes gens passaient en bande. Les bancs étaient occupés par des gens silencieux, assis tout près les uns des autres. Il ne manquait pas non plus de promeneuses prenant des allures, ni d'hommes pour les fixer, puis les suivre, d'un pas toujours hésitant d'abord, et s'accélérant tout à coup jusqu'à ce qu'ils trouvent enfin le courage nécessaire ou le mot qu'ils cherchaient pour aborder ces dames. Ce soir-là, il y en eut plus d'un qui se fit, comme on dit, joliment laver la tête. Simon marchait aux côtés de Klaus et jouissait du plaisir de pouvoir donner aux 1000 questions que posait son frère des réponses chaque fois pertinentes et simples, propres à convaincre celui-ci qu'il n'était pas tout à fait l'homme perdu qu'on pouvait croire. Il parlait avec une certaine fierté, mais en même temps sur le ton modeste qui convenait devant son frère plus âgé, lequel posait des questions parfois enfantines, mais toujours empreintes d'une affectueuse sollicitude. Les belles phrases qu'ils échangeaient, longues et circonstanciées, leur venaient tout naturellement, et Klaus prenait plaisir à voir l'intérêt que trouvait son frère à beaucoup de choses dont il aurait plutôt attendu, étant donné sa façon de vivre, qu'elles lui parussent ridicules. « J'étais loin de te croire aussi sérieux que tu parais l'être. » Simon répondit. « Je n'ai pas l'habitude de montrer qu'il y a beaucoup de choses que je respecte. Ces choses-là, je les garde généralement pour moi, car je me dis, à quoi bon afficher une mine sérieuse quand le destin vous a donné le rôle du fou et vous a peut-être même choisi pour cela. Il y a beaucoup de destins différents. Et mon premier geste est de m'incliner devant eux. Il n'y a rien d'autre à faire. Pas croire non plus que je vais baisser la tête et prendre l'air penaud. J'ai déjà eu l'occasion de dire à plus d'un où j'en étais avec moi-même là-dessus. » Quand Simon parlait ainsi, ses phrases passaient facilement avec les accents bien mis, mais le ton restait absolument calme et aimable, de sorte que Klaus ne sentait dans tout cela aucune vindicte tournée vers l'extérieur, mais plutôt un certain effort de son jeune frère pour mettre d'abord au clair l'état de son âme à l'égard du monde. Il se rendait compte que Simon possédait de sérieuses qualités, mais il craignait un peu que ces qualités ne soient que superficielles, qu'elles l'entourent comme de jolies danseuses, au lieu d'être, comme Klaus l'aurait voulu, bien enfoncées en lui. Il y a de ces esprits qui, dans le feu de la conversation, créent facilement un monde régi par le courage et la vertu, et qui en restent même grisés pendant des heures, surtout dans les moments de retrouvailles. Cependant, Klaus n'en était pas moins heureux d'être avec son frère, et le plaisir qu'il trouvait à lui dire des choses belles et consolantes était visible. Derrière eux, à quelque distance, marchaient pressés l'un contre l'autre Clara et Gaspard, enivrés de la beauté et de la musique de la nuit. Ils parlaient de chevaux galopant à travers des champs nocturnes, portant de belles et souples cavalières dont les robes frôlaient le sol et jouaient avec les sabots.
Là-dessus, il partait d'un grand rire moqueur, un rire qui s'étendait à tout, aux gens, aux paysages, à tout ce que rencontraient ses yeux. Clara n'essayait nullement de le calmer, au contraire, elle prenait plaisir à cette liberté dans un esprit qu'elle trouvait beau. Comme elle aimait la jeunesse, l'insolence et même la prétention qu'il y avait dans cette nature de garçon, cherchant à se hausser jusqu'à sa nature d'homme. Il pouvait dire les choses les plus insensées, qui lui auraient probablement paru ridicules et bêtes dans la bouche de tout autre. Mais chez lui, elle aimait cela. Qu'avait-il donc pour qu'elle dût ainsi le trouver beau sans aucune réserve, beau en toutes circonstances, dans tous ses gestes, toute sa conduite, dans tout ce qu'il faisait et ne faisait pas, dans ses paroles et sa façon de se taire. Il lui paraissait aussi bien qu'un homme pouvait l'être, mieux que tous les hommes qu'elle connaissait. Il avait à peine l'âge d'un homme. Sa façon de marcher était, comment aurait-elle pu dire, puérile et en même temps imposante. Un jeune homme sans la moindre apparence de nervosité et quelque chose pourtant en lui de timide, de bête, de profondément enfantin. Si détendue et si prompte à s'enflammer. Elle voyait la lueur que ses cheveux faisaient dans l'obscurité, leurs boucles et leur air de jeunesse. Et son pas, cette façon fière de porter la tête, où il y avait aussi de la modestie, de l'attention. Comme ce garçon devait rêver quand il pensait à quelqu'un. Gaspard était devenu plus silencieux. Elle ne cessait pas de le regarder. Ici, dans cette nuit pleine de passants, c'était bon, bon à en mourir de le regarder. Le regarder, c'était pour elle mieux que de l'embrasser. Elle voyait l'air de douleur qu'il y avait dans sa bouche entr'ouverte. Non qu'il eût, à ce moment-là, quelque chose en tête, pas du tout. C'était simplement la position des lèvres qui donnait cette impression de souffrance. Ses yeux avaient un regard froid et tranquille, fixant le lointain, comme s'il pouvait voir quelque chose de mieux là-bas. Il semblait dire « Nous voyons, nous, de la beauté. Ne vous donnez donc pas ce mal, vous autres, les yeux des autres. Vous ne pourrez de toute façon jamais voir ce que nous voyons. » Ses sourcils faisaient deux arcs légers et charmants, suspendus comme deux anges attentifs au-dessus de leurs enfants. Ses yeux qui paraissaient à chaque instant si vulnérables. Bien sûr, les yeux sont toujours quelque chose de vulnérable, mais quand je regarde, cela me fait mal tout à coup, comme si je les voyais déjà blessés par des éclats. Ils sont si grands, ils s'avancent tellement au bord du visage, insouciants, comme on dirait, sans faire attention à rien, et en même temps toujours si grands ouverts. Comme ils pourraient facilement se blesser. Se lamentait-elle. Elle ne savait même pas s'il l'aimait, mais qu'est-ce que cela pouvait faire? Elle l'aimait, elle, c'était bien assez. Il fallait que ce fût comme cela. Elle se sentait près de pleurer. Mais alors apparurent Simon et Klaus, revenus sur leurs pas pour les retrouver. Clara se domina, comme elle put, prit Simon par le bras et l'entraîna en avant. « Laisse-moi te regarder dans les yeux, tu as de si beaux yeux, Simon, des yeux où on se sent comme au lit, quand tout est bien calme et qu'on fait sa prière, lui dit-elle. Klaus et Gaspard marchaient en silence. Cela faisait quelques années qu'ils ne s'entendaient plus, depuis une dispute qui avait eu lieu entre eux. Depuis lors, ils ne s'étaient plus vus ni écrits. Klaus en était très affecté, alors que Gaspard s'y était résigné comme à une espèce de nécessité. Il se disait qu'il était dans l'ordre des choses, que même un frère ne vous ait pas compris. Il n'avait pas envie de se retourner sur les histoires passées que de toute façon, et justement parce qu'elles étaient passées, il ne jugeait plus dignes d'intérêt.
Sa façon à lui, c'était d'aller de l'avant. Il trouvait nuisible de vouloir se rappeler d'anciennes relations. Cependant, comme le silence qu'il observait devant Caspar lui était devenu insupportable, Klaus se mit à parler du travail d'artiste que faisait son frère et lui suggéra de faire un jour un voyage en Italie afin d'acquérir là-bas la maturité requise. Caspar s'écria : « Plutôt aller au diable qu'en Italie. Pourquoi en Italie ? Suis-je malade ? Et dois-je peut-être aller me soigner au pays des pins et des orangers ? Qu'ai-je donc besoin d'aller en Italie si je peux être ici et que cela me plaît bien ainsi ? Pourrais-je donc faire mieux en Italie que de peindre ? Et est-ce que je ne peux pas peindre ici ? Parce que c'est si beau en Italie, tu penses que je devrais aller en Italie ? Est-ce que ce ne serait pas assez beau ici par hasard ? Est-ce que cela peut être plus beau là-bas qu'ici, où je suis, où je travaille, où je vois 1000 choses belles qui continueront à vivre quand je serai poussière ? Est-il possible d'aller en Italie quand on veut créer quelque chose ? Les beautés sont-elles plus belles en Italie qu'ici ? Elles sont peut-être simplement plus prétentieuses et c'est aussi pourquoi je préfère ne pas les voir. Dans 60 ans, quand je serai en mesure de peindre une vague ou un nuage, un arbre ou un champ, nous verrons bien si j'ai eu raison de ne pas être allé en Italie. Aurais-je perdu quelque chose à n'avoir pas vu toutes ces colonnes de temples, ces hôtels de ville fameux, les fontaines et les arcades, les pins et les lauriers, et tous ces magnifiques palais d'Italie ? Doit-on vraiment vous dévorer des yeux ? Cela me met chaque fois hors de moi quand on me prête l'intention d'aller en Italie pour devenir un meilleur artiste. L'Italie, c'est notre piège à nous, et on n'y tombe jamais que du haut de sa sottise. Est-ce que les Italiens, eux, viennent chez nous pour peindre ou pour écrire ? À quoi bon m'enivrer de cultures antiques ? Si je suis sincère avec moi-même, ai-je vraiment après cela enrichi mon esprit ? Non, je l'ai simplement gâté et rendu lâche. Une époque ancienne, une civilisation disparue peuvent avoir été aussi magnifiques qu'on voudra, elles peuvent très bien nous dépasser en force et en éclat, mais je ne vais pas me mettre pour cela à y fourrer mon nez comme une taupe. Je me contenterai, au moment qui me fera plaisir, de regarder des livres qui les concernent et qui sont à ma disposition. Du reste, ce qui est une fois perdu et passé n'est pas si précieux que cela. Quand je regarde autour de moi, dans ce présent qui est le nôtre et qu'on dit si laid, j'aperçois une foule de tableaux qui m'enchantent et plus de belles choses que les yeux n'en peuvent retenir. Je pourrais vraiment piquer une colère chaque fois qu'on me rebat les oreilles avec l'Italie. Il y a là quelque chose de singulièrement honteux pour nous. Je peux me tromper, mais en tout cas, même si 20 diables bien poilus en empestant l'air me menaçaient de leurs fourches, ils ne me feraient pas aller en Italie. Klaus se sentit choqué et triste de la violence avec laquelle Caspar réglait les choses. Il avait toujours été comme cela, et dans ces conditions, on ne voyait pas bien comment on pourrait jamais avoir avec lui une relation qui ait un sens. Il se tut et lui tendit la main, car on était arrivé devant la maison où logeait Klaus. Parvenu dans sa chambre d'aspect uniforme, il se dit : « Voilà donc la 2e fois que je le perds, à cause d'une chose que j'ai dite, innocente, et partant des meilleures intentions, mais un peu imprudente, il est vrai. Je le connais trop peu, voilà tout, et je n'arriverai peut-être jamais à le connaître. Nos vies sont trop différentes. Mais qui sait si l'avenir, qu'on ne peut jamais prédire, ne nous fera pas nous rencontrer une autre fois ? Il faut attendre et avoir la patience de mûrir lentement, de devenir meilleur. Il se sentit très seul et résolut de repartir bientôt et de retourner à son lieu de travail.